Et comme chaque semaine, nous retrouvons l'avocate et spécialiste en droit international, Sarah Shalom, pour donc cette chronique consacrée au droit international. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors cette semaine, deux événements viennent nous rappeler à quel point le terrorisme demeure un défi central pour le droit international. Exactement. D'abord, la France, comme vous l'avez rappelé, commémore les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Ces attaques qui ont frappé Paris et Saint-Denis au cœur et bouleversé notre rapport collectif à la sécurité. Et puis, le procès du groupe Lafarge est ouvert la semaine dernière dans la justice française. Une entreprise accusée d'avoir financé, même indirectement, des groupes terroristes en Syrie entre 2013 et 2014. C'est une affaire hors norme à la croisée du droit pénal, du droit international et de la morale économique. Ces deux actualités, à 10 ans d'intervalle, posent la même question. Que peut réellement le droit international contre le financement du terrorisme? En 1999, les Nations Unies ont adopté la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Ce texte, entré en vigueur en 2002, dispose que commet une infraction quiconque fournit ou réunit des fonds dans l'intention qu'ils servent à commettre un acte terroriste. Autrement dit, financer le terrorisme est un crime en soi, même si l'attentat n'a pas encore été commis. C'était une avancée majeure puisqu'elle marquait la prise de conscience que le terrorisme ne prospère pas seulement avec des armes, mais aussi avec des flux financiers. Depuis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renforcé ce cadre, notamment avec les résolutions 1267 et 1373 qui imposent aux États de geler les avoirs des organisations terroristes, d'empêcher tout financement et de coopérer dans la lutte contre ce phénomène. Sur le papier, le dispositif international est solide, mais sur le terrain, sa mise en œuvre dépend d'un facteur simple, la volonté des États. Alors il faut le dire clairement, Sarah, certains États continuent de financer ou de tolérer le financement du terrorisme. C'est une réalité connue, documentée, mais rarement sanctionnée. L'exemple le plus évident est celui de l'Iran, régulièrement désigné par plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis, comme un État sponsor du terrorisme. Téhéran soutient financièrement, militairement, des organisations comme le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza, des groupes impliqués dans des attaques contre des civils, notamment israéliens. Ce soutien viole directement les principes de la Convention de 1999 et des résolutions du Conseil de sécurité qui impose à chaque État d'empêcher le financement d'actes terroristes, quel qu'en soit le contexte politique. Mais voilà, quand c'est un État lui-même qui finance, protège ou un des groupes terroristes, le droit international se heurte à sa propre limite. Le système repose sur le consentement des États et sur leur bonne foi. Le procès Lafarge, lui, illustre un autre aspect du problème, la responsabilité des acteurs privés. Le groupe est poursuivi en France pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité pour avoir versé des millions de dollars à l'organisation État islamique afin de maintenir son activité en Syrie. Ce procès est historique car s'il aboutit à une condamnation, il consacrera un principe nouveau. Les entreprises peuvent être tenues responsables devant la justice pour avoir même indirectement contribué à un système terroriste. Cela étant la lutte au-delà des États vers les multinationales, les banques, les investisseurs, car au fond, le terrorisme vit de flux financiers avant de vivre de la violence. Mais il reste une hypocrisie mondiale. On juge plus facilement une entreprise qu'un État. Les sanctions contre des acteurs économiques existent, mais les sanctions contre des États financeurs restent rares, bloquées par des vétos, les alliances ou le calcul diplomatique. Et pourtant, l'article 2 de la Charte des Nations Unies dispose que tous les membres doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Financer un groupe terroriste qui attaque un État, c'est précisément cela, une atteinte à son intégrité et sa sécurité. Et c'est donc là qu'intervient Israël. Exactement, puisque depuis des décennies, Israël subit les conséquences directes de ce financement international du terrorisme. Le droit international offre à Israël le droit de se défendre, mais il devrait aussi obliger la communauté internationale à agir contre ceux qui financent les groupes armés responsables de ces attaques. Autrement dit, appliquer le droit réellement serait déjà un acte de paix. Merci à vous, Sarah Shalom. C'était donc votre chronique droit international qu'on retrouve évidemment en podcast sur le site de radioj.fr. J'ai quelques